13 ans. À 13 ans, Lady Margaret Beaufort porta dans son ventre le futur roi d'Angleterre. Son corps d'enfant fut mutilé par une grossesse forcée, son destin scellé dans le sang et les larmes. Mais de ce sacrifice naquit une dynastie, les Tudors, et l'histoire bascula à jamais. Voici l'histoire interdite de la mère du futur Henri VII, l'ombre qui façonna l'Angleterre au prix de son innocence. Dans l'ombre glaciale des châteaux anglais, là où les murs de pierre transpirent encore les prières étouffées et les secrets tuent, une enfant fut précipitée dans le rôle le plus lourd que l'histoire puisse imposer. Elle n'avait que 13 ans, l'âge où l'on rêve encore aux jeux, aux contes, aux promesses d'avenir lointain. Mais pour Margaret Beaufort, il n'y eut ni enfance ni innocence. À 13 ans, elle portait déjà dans son ventre l'avenir d'un royaume déchiré, un futur roi d'Angleterre, et avec lui la malédiction d'une vie façonnée par la douleur, la politique et le sang. L'image est brutale, presque insoutenable. Une fillette frêle au corps à peine formé, contrainte de supporter le poids d'une grossesse royale. Car derrière chaque alliance, derrière chaque mariage arrangé, il n'y avait ni amour ni tendresse, seulement la stratégie implacable des grandes familles. Margaret n'était pas une épouse. Elle était une pièce sur un échiquier, un pion sacrificiel destiné à assurer la continuité d'une lignée. Son corps, réduit à un instrument, allait devenir le théâtre un drame qui marquerait à jamais les longues histoires de l'Inde et d'Angleterre. Fille unique de John Beaufort, duc de Somerset, et d'une mère pieuse mais effacée, Margaret naquit au cœur d'une Angleterre en proie aux tensions les plus sombres. Les guerres civiles, bientôt connues sous le nom de guerre des 2 roses, commençaient à tisser leur toile sanglante. Dans ce contexte instable, chaque héritière devenait une arme, chaque mariage une bataille silencieuse. Dès son plus jeune âge, Margaret fut promise, négociée, offerte comme un trésor à des hommes puissants qui voyaient en elle non pas une enfant, mais une clé politique. Son destin était scellé avant même qu'elle comprenne ce que signifiait le mot destin. Son mariage avec Edmond Tudor, demi-frère du roi Henri VI, fut arrangé avec une rapidité glaçante. Elle n'avait pas 13 ans lorsqu'elle fut conduite devant l'autel, vêtue de soie, les yeux baissés, le cœur sans doute empli de frayeur. Edmond, lui, n'était pas un adolescent maladroit, mais un homme adulte, guerrier et stratège, qui voyait en elle l'opportunité d'assurer une descendance légitime. Dans l'intimité glaciale de cette union imposée, la voix de Margaret se perdit. Ce qui naquit de cette nuit-là ne fut pas une histoire d'amour, mais un fardeau insupportable, une grossesse, à 13 ans, dans le corps d'une enfant. La grossesse de Margaret est l'un des épisodes les plus poignants de l'histoire anglaise. Les chroniqueurs décrivent une jeune fille frêle, au visage encore enfantin, alourdie soudain par la douleur des nausées, par la fatigue extrême, par les regards inquiets des médecins et des dames de compagnie. Chacun savait qu'un tel accouchement relevait du miracle. Les murmures courèrent dans les couloirs. Elle est trop jeune, son corps ne survivra pas. L'enfant sera faible. C'est une folie. Mais la folie avait déjà été décidée par des hommes qui ne se souciaient pas du corps de la jeune Margaret, seulement de l'avenir d'une dynastie. Lorsque le moment de l'accouchement arriva, Margaret se trouva seule face à l'horreur. On raconte que sa chambre se transforma en champ de bataille. Des servantes courant d'un côté à l'autre, des médecins récitant des prières, des cris étouffés derrière des tentures épaisses. Et au centre de ce chaos, une enfant de 13 ans, hurlant sa douleur, luttant entre la vie et la mort. Le sang coulait, la peur emplissait la pièce. Pendant des heures interminables, elle demeura suspendue entre l'existence et l'oubli. Mais au terme de cette épreuve, un cri retentit. Un garçon venait de naître, fragile, mais vivant. On le nomma Henri Tudor, celui qui, des décennies plus tard, deviendrait Henri VII, roi d'Angleterre, fondateur de la dynastie des Tudors. Mais à quel prix? L'accouchement brisa le corps de Margaret. Ses organes furent irrémédiablement endommagés. Elle ne connut plus jamais la possibilité d'une maternité. À 13 ans, elle avait donné la vie, mais elle avait perdu la sienne en partie. Sa jeunesse s'était dissoute dans le sang et les cris, son innocence s'était éteinte avec les larmes. Ce que la pohistoire appelle héroïsme ou destin-haine était en réalité qu'un sacrifice, celui d'une enfant mutilée par la politique. Edmond Tudor, son mari, ne survécut pas longtemps pour voir son fils grandir.
Capturé puis emprisonné, il mourut peu après, laissant Margaret veuve avant même d'avoir 14 ans. Elle, désormais, n'était plus seulement une adolescente brisée, mais la mère d'un héritier précieux. Son rôle changea. De victime silencieuse, elle devint gardienne du destin. Car dans le berceau fragile de son fils, se jouait l'avenir d'un royaume entier. Mais la vie de Margaret ne fut jamais celle d'une mère douce et protégée. Elle fut une lutte constante. Entre les ambitions des puissants, les complots, les guerres civiles, elle dut protéger son fils coûte que coûte. Son instinct maternel, né dans la douleur de cet accouchement brutal, devint une force glaciale, une détermination sans faille. Elle jura de faire d'Henri non seulement un survivant mais un roi, et cette promesse, elle la grava dans son âme avec une intensité presque mystique. Car Margaret Beaufort, au-delà de son rôle de mère, était animée par une foi profonde, inébranlable. Elle voyait en chaque événement une volonté divine. Sa survie après son accouchement, la naissance de son fils, la mort de son mari, tout cela n'était pas pour elle des hasards, mais des signes. Elle se considérait comme choisie, élue pour une mission supérieure, porter le fardeau de la douleur afin de offrir à l'Angleterre un roi. Cette conviction la transforma. De jeune fille brisée, elle devint une femme de fer, une stratège, une figure redoutée dans les coulisses du pouvoir. Mais n'oublions pas, derrière cette façade de fer, derrière la piété et la stratégie, il y avait toujours la blessure initiale, celle d'une enfant volée à elle-même. Les portraits de Margaret, peints plus tard, nous la montrent sévère, les traits durs, le regard fixe. Mais dans ses yeux, on peut lire, si l'on ose, l'ombre d'une douleur qui ne s'éteignit jamais. Elle portait dans sa chair le souvenir de 13 ans, le souvenir de ce premier cri qui l'avait transformée à jamais. À partir de là, l'histoire de Margaret se tisse avec celle des guerres des Deux Roses. L'Angleterre était un champ de ruines politiques, un échiquier sanglant où s'affrontèrent la rose rouge de Lancastre et la rose blanche des York, et dans ce chaos, le fils de Margaret devenait un pion précieux, un danger pour les uns, un espoir pour les autres. Elle le cacha, le protégea, l'envoya en exil, toujours guidé par une obsession, qu'il survive, qu'il devienne roi. Son amour n'était pas celui d'une mère tendre, mais celui d'une lionne blessée, prête à tout pour que son enfant échappe à la malédiction qui avait failli elle emporter dès sa naissance. La figure de Margaret Beaufort devient alors presque mythique. Les chroniqueurs la décrivent comme inflexible, pieuse, austère, mais aussi redoutée. Elle priait des heures durant, flagellait son propre corps pour expier des fautes qu'elle croyait porter, et dans le même temps, elle tissait des alliances, manipulait des nobles, préparait en secret le retour de son fils. Son existence tout entière était marquée par ce double visage, la sainte et la stratège, la mère et la politique, l'enfant sacrifié et la femme implacable. Mais revenons à ce moment initial, car tout y ramène. 13 ans, une grossesse, un cri. Sans ce moment, il n'y aurait pas eu Henri VII, pas de dynastie Tudor, pas d'Angleterre telle que nous la connaissons. Le destin un royaume entier, repose sur le corps meurtri une fillette transformée en mère malgré elle. Et cette vérité, aussi insoutenable qu'elle soit, demeure l'une des plus sombres de l'histoire anglaise. Le berceau fragile où reposait Henri Tudor devint, elle, axe invisible autour duquel, elle, Angleterre tout entière semblait tourner. Pour Margaret Beaufort, chaque respiration de son fils était un rappel cruel de ce que elle avait enduré. La douleur de elle, enfantement précoce, la perte de son mari, la solitude glaçante d'une enfance volée. Mais ce n'était que le commencement. Le destin que s'est laissé était juré de forger pour son fils allait elle, entraîné dans une lutte interminable, faite d'exil, de complots et de batailles de l'ombre. Dès l'enfance d'Henry, la menace pesait. En tant qu'héritier potentiel de la maison de Lancastre, il représentait un danger mortel pour les York, qui régnaient dans le tumulte des guerres civiles. Les partisans de la Rose Blanche voyaient en lui une étincelle qu'il fallait éteindre à tout prix, tandis que les derniers fidèles de la Rose Rouge le considéraient comme leur ultime espoir. Dans cette tension constante, Margaret prit une décision qui la déchira.
Éloigner son fils, l'envoyer en exil afin qu'il survive, quitte à grandir loin d'elle. Ainsi, dès l'âge de 14 ans, Henry fut conduite au pays de Galles, puis en Bretagne, hors d'atteinte, du moins l'espérait-elle, des griffes d'York. Margaret, désormais veuve et isolée, ne se replia pas dans le silence. Au contraire, elle entra dans une métamorphose redoutable. Sa piété, qui avait toujours été intense, se renforça au point de devenir presque obsessionnelle. Elle priait des heures entières, se flagellait parfois pour expier ce qu'elle percevait comme des fautes héritées, et se confiait à des confesseurs qui la décrivaient comme une âme hantée. Mais sous cette dévotion ardente, une autre Margaret se construisait. Une stratège, une négociatrice, une femme qui comprenait que la survie d'Henry dépendait non seulement de Dieu, mais aussi de sa capacité à manipuler le jeu politique. Car l'Angleterre de l'époque n'était pas une terre paisible. Les guerres des Deux Roses avaient transformé le royaume en champ de ruines. Chaque victoire militaire était suivie d'un massacre, chaque trahison d'une exécution publique. Dans ce chaos, Margaret apprit à naviguer. Ses mariages successifs, imposés par les circonstances, furent autant de manœuvres que de chaînes. Elle épousa successivement Henry Stafford, puis Thomas Stanley, deux hommes puissants qui, à défaut de partager son amour, lui offrirent une protection politique. Margaret comprit que pour sauver Henry, il fallait se rapprocher des vainqueurs, se glisser dans leurs rangs, tout en préparant en secret la revanche des vaincus. Ce double jeu la transforma en figure presque spectrale dans les récits contemporains. Aux yeux des Yorkistes, elle était une veuve pieuse, effacée, toujours à l'église, priant avec ferveur. Mais dans les coulisses, elle tissait une toile invisible, reliant les partisans lancastriens, négociant avec les exilés, soudoyant des espions et préparant le moment où son fils pourrait revenir. Elle devint ainsi l'architecte silencieuse de la restauration lancastrienne, une femme que beaucoup sous-estimèrent mais qui, dans l'ombre, tirait les fils de l'histoire. Ces lettres, que nous possédons encore en fragments, révèlent une tension constante entre foi et stratégie. Elle y parle de son fils avec une intensité presque mystique, le décrivant comme un élu, un instrument de Dieu pour ramener la paix en Angleterre. Mais entre les lignes, on lit aussi la peur. Elle angoisse D, une mère qui sait que la moindre erreur pourrait coûter la vie à son enfant. Cette ambivalence, la piété d'un côté, la politique de l'un autre, fit de Margaret une figure unique. À la fois sainte et conspiratrice, victime et bourreau. Pendant ce temps, Henry grandissait loin d'elle. En Bretagne, il devenait un jeune homme réservé, prudent, formé à l'art de survivre dans un exil incertain. Margaret lui écrivait, mais ses lettres étaient rares, surveillées, souvent interceptées. Leur relation se construisit dans l'absence, dans l'attente. Elle, en Angleterre, priait et complotait. Lui, en Bretagne, apprenait à attendre son heure. Cette séparation, imposée par la nécessité, renforça encore la détermination de Margaret. Si elle ne pouvait être une mère présente, elle serait une mère providence, l'esprit invisible qui ouvrirait la voie à son fils. L'occasion vint avec l'instabilité croissante du règne yorkiste. Après la mort de Richard Neville, le faiseur de rois, et la montée de Richard III, l'Angleterre sombra dans une nouvelle spirale de violence. Richard, accusé d'avoir fait disparaître les deux jeunes princes de la tour, se couvrit d'un voile d'ombre et de suspicion. C'est dans cette faille que Margaret s'engouffra. Elle proposa une alliance audacieuse. Marier son fils Henry Tudor à Élisabeth d'York, fille d'Édouard IV, héritière de la Rose Blanche. Cette union, si elle réussissait, réunirait les deux roses, rouge et blanche, mettant fin à des décennies de guerre civile. L'idée était brillante, presque messianique, et elle venait d'une femme que beaucoup croyaient encore prisonnière de ses prières. Margaret n'agissait pas seule. Elle s'appuyait sur un réseau de fidèles, mais surtout sur son époux Thomas Stanley, un homme aussi pragmatique qu'ambigu. Stanley changeait souvent de camp, toujours du côté du vainqueur. Margaret, elle, utilisa cette ambivalence à son avantage. Ensemble, ils préparèrent en silence le retour d'Henry, attendant le moment exact où Richard III faiblirait. Ce moment vint en 1485 à Bosworth. Mais avant cette bataille décisive,
Il faut comprendre la tension insupportable qui précéda le choc. Pendant des mois, Margaret multiplia les messes, les alliances secrètes, les serments murmurés. Elle vivait suspendue à un fil, sachant que si Henri échouait, il mourrait, et avec lui, toute sa lignée. Mais si Henri triomphait, alors tout ce qu'elle avait souffert, tout ce qu'elle avait enduré depuis ses 13 ans, trouverait enfin un sens. On raconte que, la nuit précédant la bataille de Bosworth, Margaret pria jusqu'à l'épuisement, le corps courbé, les mains en sang à force de se serrer. Elle ne dormit pas. Elle attendit comme une âme en suspens que le destin se joue sur le champ de bataille. Lorsque la nouvelle arriva, Richard était mort, Henri était roi, elle s'effondra en larmes. Non pas des larmes de joie simple, mais des larmes mêlées de douleur, de soulagement, de fierté et de souvenir. Car dans ce triomphe se trouvait aussi l'écho du cri de son premier accouchement, le souvenir du sang versé lorsqu'elle n'avait que 13 ans. Henri VII monta sur le trône, et avec lui naquit la dynastie Tudor. Pour l'Angleterre, c'était l'aube d'une nouvelle ère. Pour Margaret, c'était l'accomplissement d'un destin forgé dans la souffrance. Mais ce triomphe ne la transforma pas en reine-mère joyeuse et légère. Elle resta austère, pieuse, distante. Elle continua de se voir comme un instrument de Dieu, comme une servante du destin. Elle ne s'adonna pas au plaisir de la cour, elle resta fidèle à son image de veuve pieuse. Mais derrière ce masque, chacun savait qu'elle était bien plus que cela. La véritable architecte de la victoire, l'ombre derrière le trône, la femme qui avait façonné l'histoire de l'Angleterre. Et pourtant, malgré sa puissance, malgré son triomphe, le souvenir de sa jeunesse perdue ne la quitta jamais. Elle vécut avec cette blessure silencieuse, comme une cicatrice qui ne se referme pas. Ses contemporains la craignaient et la respectaient, mais peu comprenèrent la source de sa force. Car cette force venait d'un cri, celui d'une enfant de 13 ans arrachée à son innocence, contrainte de devenir mère avant d'être femme. Ce cri résonnait encore en elle, guidant chacun de ses gestes, chacune de ses prières, chacune de ses manœuvres. À travers Margaret Beaufort, l'histoire de l'Angleterre prend une tournure presque biblique. Elle fut à la fois victime et prophétesse, martyr et stratège. Son existence illustre avec une intensité rare la manière dont la douleur peut se transformer en puissance, dont une tragédie intime peut se muer en destin national. Mais à quel prix? Car derrière le triomphe des Tudors, derrière l'union des roses, il y a toujours ce souvenir sombre, celui de une enfant sacrifiée au nom d'un royaume. Lorsque Henri monta sur le trône en 1485, Margaret Beaufort se retrouva propulsée dans une position inédite. Elle n'était pas reine, mais elle était la mère du roi. Et dans cette nuance se cachait une puissance immense. Car si elle n'avait pas de couronne, elle possédait une influence que peu de femmes avant elle avaient reconnue. Les courtisans la surnommaient déjà « My Lady the King's Mother », un titre nouveau, presque sacré. Derrière les portes closes, sa voix pesait autant que celle de ses conseillers les plus proches. Elle était l'ombre qui guidait le sceptre. Mais Margaret, fidèle à son image de veuve pieuse, ne se laissa jamais griser par les fastes. Elle continuait de porter des vêtements sombres, presque monastiques, se retirait de longues heures en prière et refusait les plaisirs frivoles de la cour. Pourtant, chacun savait qu'elle suivait avec une attention implacable chaque décision politique. Ses alliances passées, ses intrigues silencieuses, avaient porté leurs fruits. Elle avait donné un roi à l'Angleterre, et elle comptait bien veiller à ce que ce roi fonde une dynastie durable. Sa vigilance devint légendaire. Aucun complot, aucune menace, aucun murmure n'échappait à son oreille. Comme si, après avoir tant souffert, elle refusait désormais de voir son fils perdre ce que elle avait payé de sa chair et de son âme. L'influence de Margaret ne s'arrêtait pas aux affaires politiques. Elle fut aussi une mécène, une fondatrice. Ses dons permirent la création de collèges à Cambridge, qui portent encore aujourd'hui sa mémoire. Sa foi intense se traduisit dans des œuvres pieuses, mais même ses gestes charitables semblaient teintés d'une volonté de contrôle, comme si elle cherchait à inscrire sa marque partout, jusque dans la pierre des institutions religieuses et académiques. Margaret voulait que son nom, effacé de son enfance, sacrifié à 13 ans, reste gravé à jamais dans l'histoire. Pour comprendre la complexité de son personnage, il faut regarder les témoignages contemporains. Certains la décrivaient comme une sainte,
une femme à la piété inégalée. D'autres la craignaient comme une intrigante froide et calculatrice. Mais peut-être avait-elle réussi à être les deux à la fois, car sa vie, depuis le premier instant, avait été une équation impossible. Survivre dans un monde d'hommes, protéger son fils dans une guerre civile, transformer une douleur intime en puissance politique. Elle fut sainte dans sa foi et stratège dans ses actes. Et cette dualité, loin de la contredire, fit d'elle une figure hors du commun. Dans les dernières années de sa vie, Margaret vit son fils consolider son pouvoir, marier son héritier Arthur et préparer la pérennité de la dynastie Tudor. Mais l'ombre de la tragédie ne la quitta jamais vraiment. Elle se souvenait sans doute, en silence, de ce premier accouchement, de ce cri arraché à son corps d'enfant. Elle se souvenait de la douleur, du sang, des nuits de prières désespérées. Et même si elle se tenait désormais dans la lumière des triomphes, son regard restait tourné vers l'ombre. Car elle savait mieux que quiconque que chaque victoire est bâtie sur des sacrifices invisibles, sur des vies brisées que l'histoire préfère taire. En 1509, Margaret assista à la mort de son fils, Henri VII, quelques mois seulement avant sa propre disparition. Elle vit le couronnement de son petit-fils, Henri VIII, et sut que la lignée qu'elle avait tant protégée survivrait encore. Mais ce triomphe, une fois de plus, était teinté d'amertume. Car dans le sourire du nouveau roi, dans l'éclat des couronnes, elle voyait encore le spectre de sa propre jeunesse, sacrifié pour rendre possible ce moment. Son héritage était immense, mais son intimité, sa vie de femme, avait été consumée par une seule mission: donner un roi à l'Angleterre. Margaret Beaufort meurt en juin 1509, à 66 ans. Ses contemporains la pleurèrent comme une sainte, la vénérèrent comme une fondatrice, la craignirent encore comme une force qui ne s'éteignait pas. Mais derrière ces hommages, la vérité demeure. Tout commença par une grossesse imposée à 13 ans, par la souffrance d'une enfant transformée en mère contre sa volonté. Et cette souffrance, loin de la briser, forgea l'une des femmes les plus redoutables et les plus influentes de l'histoire anglaise. Alors, que reste-t-il d'elle aujourd'hui? Des collèges qui portent son nom, des prières consignées dans des manuscrits, des portraits sévères dans les musées. Mais surtout, un écho. L'écho d'un cri d'enfant, celui d'une fillette arrachée à son innocence, qui résonne encore à travers les siècles. Et cet écho nous rappelle que derrière chaque dynastie, derrière chaque trône, il y a des vies sacrifiées, des corps brisés, des existences volées au nom de l'histoire. Margaret Beaufort, mère des Tudors, fut à la fois victime et victorieuse, mais toujours marquée par la blessure originelle. Ne s'arrêtez pas aux affaires politiques. Elle fut aussi une mécène, une fondatrice. Ses dons permirent la création de collèges à Cambridge, qui portent encore aujourd'hui sa mémoire. Sa foi intense se traduisit dans des œuvres pieuses, mais même ses gestes charitables semblaient teintés d'une volonté de contrôle, comme si elle cherchait à inscrire sa marque partout, jusque dans la pierre des institutions religieuses et académiques. Margaret voulait que son nom, effacé de son enfance, sacrifié à 13 ans, reste gravé à jamais dans l'histoire. Pour comprendre la complexité de son personnage, il faut regarder les témoignages contemporains. Certains la décrivaient comme une sainte, une femme à la piété inégalée. D'autres la craignaient comme une intrigante froide et calculatrice. Mais peut-être avait-elle réussi à être les deux à la fois. Car sa vie, depuis le premier instant, avait été une équation impossible. Survivre dans un monde d'hommes, protéger son fils dans une guerre civile, transformer une douleur intime en puissance politique. Elle fut sainte dans sa foi et stratège dans ses actes. Et cette dualité, loin de la contredire, fit d'elle une figure hors du commun. Dans les dernières années de sa vie, Margaret vit son fils consolider son pouvoir, marier son héritier Arthur et préparer la pérennité de la dynastie Tudor. Mais l'ombre de la tragédie ne la quitta jamais vraiment. Elle se souvenait sans doute, en silence, de ce premier accouchement, de ce cri arraché à son corps d'enfant. Elle se souvenait de la douleur, du sang, des nuits de prières désespérées. Et même si elle se tenait désormais dans la lumière des triomphes, son regard restait tourné vers l'ombre. Car elle savait mieux que quiconque que chaque victoire est bâtie sur des sacrifices invisibles, sur des vies brisées que l'histoire préfère taire. En 1509, Margaret assista à la mort de son fils, Henri VII, quelques mois seulement avant sa propre disparition.
Elle vit le couronnement de son petit-fils Henri VIII et sut que la lignée qu'elle avait tant protégée survivrait encore. Mais ce triomphe, une fois de plus, était teinté d'amertume. Car dans le sourire du nouveau roi, dans l'éclat des couronnes, elle voyait encore le spectre de sa propre jeunesse, sacrifié pour rendre possible ce moment. Son héritage était immense, mais son intimité, sa vie de femme, avait été consumée par une seule mission: donner un roi à l'Angleterre. Margaret Beaufort meurt en juin 1509, à 66 ans. Ses contemporains la pleurèrent comme une sainte, la vénérèrent comme une fondatrice, la craignirent encore comme une force qui ne s'éteignait pas. Mais derrière ces hommages, la vérité demeure. Tout commença par une grossesse imposée à 13 ans, par la souffrance d'une enfant transformée en mère contre sa volonté. Et cette souffrance, loin de la briser, forgea l'une des femmes les plus redoutables et les plus influentes de l'histoire anglaise. Alors, que reste-t-il d'elle aujourd'hui? Des collèges qui portent son nom, des prières consignées dans des manuscrits, des portraits sévères dans les musées. Mais surtout, un écho. L'écho d'un cri d'enfant, celui d'une fillette arrachée à son innocence, qui résonne encore à travers les siècles. Et cet écho nous rappelle que derrière chaque dynastie, derrière chaque trône, il y a des vies sacrifiées, des corps brisés, des existences volées au nom de l'histoire. Margaret Beaufort, mère des Tudors, fut à la fois victime et victorieuse, mais toujours marquée par la blessure originelle. Une blessure qui fit d'elle un mythe et dont le souvenir continue de hanter l'Angleterre.